Yes, bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour avec une weekly prep cette semaine et on a pas mal de choses à discuter. On vient d'assister à une, sinon la semaine la plus spectaculaire de 2025, à mon humble opinion. Oui, c'est sûr que, tu sais, en avril, là, on a eu quand même une volatilité qui était assez violente. On a eu tu sais, beaucoup de panique dans ces coins-là. Un marché qui était baissé quand même proche de 20% sur l'année à ce moment-là, mais c'était, sans dire plus planifié, mais c'était beaucoup plus envisageable dans le sens que, d'un point de vue timing qu'on connaît, là, la faiblesse s'est pointée un mercredi OPEX en février et on a amorcé un move down, accéléré évidemment avec les tarifs, etc. à ce moment-là. Fait que tu sais, le back-end était un peu plus clair à ce moment précis-là pour voir le genre de volatilité qu'on avait. En ce moment, qu'est-ce qui est très particulier, c'est qu'on est dans un moment, dans une période de l'année où ce que c'est rare de voir une faiblesse se pointer. Et on est encore plus, si on zoom in encore plus, dans une semaine où ce qu'on était pré-OPEX, où ce que généralement c'est encore plus difficile. Généralement, le marché est soutenu dans ce genre de période-là. Et on était dans un contexte d'année très positive. Donc, personnellement, ça fait des mois que je vous dis que je suis très bullish sur le marché en général. Et plus on approche de la fin de l'année, plus je suis intéressé à voir éventuellement le voir vraiment lever de façon un peu plus spectaculaire que juste grinder comme on fait depuis plusieurs mois. Ben écoutez, cette semaine, ça a été très intéressant. On a vu encore une fois toutes les pops qui ont été sell-off. Donc, toutes les pops ont été fadées. On n'a pas été capable de supporter à la minute qu'on avait de la force. Et on a même vu des niveaux clés être frappés. Donc, on va revenir là-dessus rapidement. Par la suite, on va regarder du côté du calendrier économique qu'est-ce qu'il y en est. Et on va regarder pour se préparer pour une des semaines les plus particulières de l'année à chaque année, la semaine Thanksgiving américain. Donc, jeudi, les marchés sont fermés. Vendredi, ça ferme à 13h. C'est une semaine courte. C'est une semaine après l'OPEX. Donc, on va discuter de tous ces petits aspects-là. Donc, on commence avec un retour sur la semaine passée. Puis, honnêtement, la semaine passée, exactement jeudi, on va juste aller vous le mentionner parce que, tu sais, je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises, là. Jeudi à 11h, en fait un peu avant 11h pour être exact, personnellement, j'ai liquidé les positions longues que j'avais accumulées et mentionnées depuis longtemps, que j'aimais beaucoup. J'ai réussi à sortir de là avec un profit. Non, c'est pas le scénario que j'avais initialement envisagé vers un monster blow-off de fin d'année. Puis on va voir tantôt qu'il n'est pas totalement invalidé. C'est juste qu'à un moment donné, il faut quand même travailler avec un certain risk management et avec une compréhension de qu'est-ce qu'on fait. Pour moi, on a eu plusieurs opportunités de fader tous ceux qui étaient ultra bearish. Et avec raison, on a eu des très beaux pushs. Mais ces pushs-là, encore une fois, dès cette semaine, quand on est arrivé dimanche matin, ben en fait, pas dimanche matin, lundi matin, on avait encore quoi? Encore une fois, un genre de gap-up qui s'était mis en place le dimanche. Et on a gravité higher et on a juste sell-off à partir de là. Encore une fois, c'est vraiment c'est l'exemple parfait, en fait. C'est comme ça qu'un marché plus faible, je ne vais pas dire bear market nécessairement, mais évidemment, un bear market, c'est faible également. On n'est pas là du tout actuellement. Mais tout ce que je veux dire, c'est que dans un marché qui veut aller plus bas, tu veux voir des big push qui sont fadés. C'est des signatures assez clés et là, ça devenait évident à ce moment-là. Il y a un certain quelque chose qui change, du moins dans mon analyse, et c'est ce qu'on va discuter ensemble un peu plus tard. Donc, overall, c'est ce qu'on parlait sur la semaine passée. Personnellement, là, rappelez-vous, je vous avais dit, OK, j'aime quand même la prise de liquidité sur le low du vendredi, et j'aimerais que ça soit un swing low qui demeure intact. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de ces... On peut peut-être retourner en une heure. À plusieurs reprises de ces lots-là ici, puis je mentionnais que c'était pas la fin du monde si on y allait, mais il faut comprendre une chose, c'est l'ordre dans lequel on travaille. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup parlé en général, mais ça donne énormément d'indices. Personnellement, tu sais, si on avait été là en début de semaine, j'aurais pas sorti de mes positions une fois qu'on aurait été là, si on y avait été en premier. Le fait qu'on soit encore une fois en train de supporter, tenter de supporter, OK, on tente vraiment de supporter, et là on fade back down, ça pour moi, c'est plus un niveau qui m'intéresse, considérant qu'est-ce qu'on a fait avant. Si on avait été down en premier, comme
OK, on va chercher le lot de vendredi ou même celui-là ici, comme lundi, mardi, et après, sur les earnings Nvidia, etc., on pousse. Là, je serais très confiant qu'on garde ça en place. Mais le fait qu'on ait tenté à 3-4 reprises encore une fois cette semaine d'aller plus haut et qu'on a fadé ensuite, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et ça confirme vraiment la faiblesse. Ça veut-tu dire qu'on peut pas partir en V-shape et retourner plus haut maintenant? C'est pas ça que je vous dis, on va en parler tantôt. Mais overall, le plan qu'on avait sur la semaine a quand même été relativement intéressant. D'un point de vue qu'on surveillait le lot de vendredi, on surveillait ce high-là. On n'a jamais été au high. Finalement, on a juste fadé vers les premiers targets. On a eu un bounce d'importance, earnings Nvidia, et on a resmashé littéralement tous les niveaux relativement très rapidement. Là, le gap qui est ici, le lot qui était le lot ici, ce fameux lot-là, là, que tout le monde a paniqué. Donc, on est venu attaquer ça. Et en dessous, je vous avais parlé de 1, 2, 3, 4 niveaux clés. Donc, ça risquait d'être difficile de prendre de l'expansion initialement en dessous. Ben, c'est ce qu'on a fait. Là. On est juste venu graviter là-dedans, balancer qu'est-ce qu'on avait à balancer. Et on a donné un petit rallye relativement léger là, vendredi jusque vers le top du cap. Du côté du SP500, peut-être un petit peu plus de niveau à discuter. Je trouve que ça a été, je ne veux pas dire que ça a été plus clean, mais selon ce qu'on avait déjà planifié, c'est peut-être plus de choses à discuter, disons-le comme ça. Donc, initialement, je vous avais parlé de ce niveau-là et de l'importance de ce void-ci. Je vous avais également mentionné la divergence avec les lots de vendredi et je mentionnais, c'est quand même positif. Si jamais on veut pousser, ça aurait pu être suffisant de garder ça en place. Mais après ça, je vous avais mentionné, si jamais un autre scénario possible, c'est le SP500 vient chercher le lot de vendredi et on redonne un push back-up. On a tenté de le faire initialement. Clairement, finalement, on est venu flipper l'imbalance ici avant d'attaquer lower. Réaction dans le gap. On est venu se référer dans le niveau que je vous avais mentionné. Et après ça, on est venu cleaner le vrai level qui est ici. Cleaner, c'est un grand mot. Là. Vous voyez comment on a juste weaké là-dedans. On l'a quand même pris, mais overall, c'est une semaine extrêmement spectaculaire. Les earnings, tu sais, sérieusement, là, je veux pas, généralement, je rentre pas dans des charts plus lower time frame, là. Mais ça, ici, là, personnellement, j'ai pas tradé beaucoup cette semaine, en début de semaine. Si on regarde cette session-là, particulièrement mercredi, c'est une des sessions les plus, je veux pas dire weird, je veux pas dire nécessairement spectaculaires, mais les plus, on dirait que j'ai pas le bon mot, mais les plus tricky, littéralement. Là, massive pop, on frappe des niveaux clés, on sell off. Donc, tu sais, juste d'un point de vue, comment qu'on peut, tu sais, je vous dis souvent, là, quand vous regardez le marché, demandez-vous qu'est-ce qui fuckerait le plus de monde, là. Mais ce genre de pop-là, évidemment, crée du FOMO, vous tentez de long là-dedans, finalement, ça hold pas, fait que vous dites, ah, OK, c'est tellement un gros push qui hold pas, on va shorter, et là, on tente de shorter, on add les breakout traders là-dessus, on fait chasser les shorts, on se fait péter là-dedans, et là, on gravite higher, fin de session, earnings Nvidia, méga pop, et on arrive le matin, et là, c'était, sans dire prévisible, mais ça, on l'a quand même très bien lu, là, dans le sens que, avec ce genre de gap-up-là, l'amplitude de ce genre de gap-up-là, tu veux voir un push sur l'open. Et là, on a juste gravité ailleurs, gravité ailleurs, gravité ailleurs, gravité ailleurs, et éventuellement, on a dompé un des dumps les plus systématiques qu'on a vu depuis très, très longtemps. Et je finis là-dessus, là, parce que le recap est déjà un peu long, mais j'attire votre attention sur pourquoi, ben, pas le pourquoi nécessairement, mais on avait un non-farm payroll qui est sorti un peu out of nowhere jeudi matin. Le non-farm payroll est sorti double beat. On a battu les estimations x2 de ce qu'on avait anticipé. Alors que tout le monde sont comme, puis encore là, je vous dis, il ne faut pas nécessairement toujours interpréter les nouvelles, mais dans ce genre de contexte-là, tout ce que le marché cherche en ce moment, c'est des justifications pour un rate cut en décembre. Ça fait deux mois que le gouvernement est en shutdown, on a beaucoup de data qui n'ont pas été release, etc. Donc, on cherche des éléments pour nous permettre de confirmer un rate cut et de justifier un rate cut en décembre. Un non-farm payroll, ça ne peut pas être plus important ou plus pertinent que ça pour les rate cuts. Si le marché est en difficulté, ça va justifier un cut. Alors que là, le non-farm payroll est sorti 2 fois les estimations, 2 fois meilleur que les estimations. Et dès que ça a sorti, puis je l'ai mentionné même d'avance, j'ai dit si le non-farm payroll est négatif, ça serait bon pour le marché. On a besoin de ça pour que ça push. S'il est mauvais, en fait, s'il est bon, pardon, s'il est mauvais, ça va aider le marché parce qu'on va price in un rate cut en décembre. Et s'il est bon,
Ben, c'est sûr que là, avec le sentiment qu'on avait ici, j'étais comme, ah, je pense que ça peut quand même supporter. Finalement, c'est l'opposé. Tu sais, le marché a baissé déjà là, les attentes vers les cotes de décembre et on a juste manipulé et on a dompé ça big time. Et sérieusement, une semaine extrêmement spectaculaire, de la volatilité, comme vraiment le fun de trader là-dedans. Il faut être très sélectif pour ne pas se faire exploser. Mais c'est ça le trading, puis c'est des beaux moments quand même. Un peu particulier que ça arrive à ce temps-ci, mais on va avoir la chance d'en discuter un peu plus en détail tantôt. Si on termine notre tour d'horizon là, de la semaine passée, le dollar US de son côté a quand même très bien supporté. Donc on a finalement bien réagi dans le void en weekly et semaine all green. Évidemment, l'euro de son côté a pas très bien performé en miroir avec le dollar US. Le VIX a été très intéressant. C'est un facteur que j'ai parlé beaucoup. On avait le VIX Expiration mercredi également dans une semaine OPEX, comme on sait. Initialement, crushé le VIX. Et jeudi, on l'a vraiment explosé. Quand même des divergences avec les derniers highs sur le VIX et les lows sur les indices. Quand même intéressant de voir ça. On pourra en discuter un peu plus tantôt. Donc un retour un peu plus long qu'à l'habitude, mais je pense que ça valait la peine d'en discuter assurément. Maintenant, si on regarde du côté du calendrier économique, comme j'ai mentionné, c'est une semaine particulière. Thanksgiving américain, c'est toujours une semaine beaucoup plus smooth généralement. Là, c'est sûr que la volatilité est quand même en train de se pointer, mais je trouve que c'est encore une fois un timing intéressant. Là. Donc lundi, pas grand-chose à surveiller. Mardi, PPI, très important. Premier chiffre d'inflation qui va sortir depuis un bon moment avec le shutdown US. Consumer Confidence également. Mercredi, Core PC, qui est évidemment intéressant également. Core Durable Goods Order, le GDP, Jobless Claim. Donc, puis en fait, c'est ça, le PCI qui sort généralement à 8h30 les vendredis, dans des semaines normales, ou le jeudi. Ben là, cette semaine, il sort à 10h. Donc, c'est particulier, là. Très grosse session mercredi en termes de nouvelles économiques. Donc, à surveiller. Jeudi, c'est fermé. Thanksgiving américain. Et vendredi, c'est pas fermé. C'est ouvert jusqu'à 13h. Par contre, je vous le dis d'avance, généralement, cette session-là est vraiment très peu intéressante d'un point de vue volume, considérant qu'on étire le week-end, là, puis la semaine Thanksgiving est tout le temps une semaine assez particulière. Donc, short week, dans une fenêtre de faiblesse, entre guillemets, on le sait, l'OPEX, c'est la semaine passée. Première semaine après l'OPEX, c'est techniquement là que tu veux voir... que tu vois un petit peu moins de force. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On enlève 2 jours à cette fenêtre-là. Donc, c'est très intéressant comme timing, comme spot, où ce qu'on est actuellement. Du côté des earnings, c'est pas mal terminé, mais on a quand même Zoom, Baba et John Deere. Ça a l'air un peu nono, mais honnêtement, c'est un de mes titres préférés que j'adore swinger. Donc, gardez à l'œil les earnings de John Deere mercredi. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Hey Matt, tu t'es fait un plaisir de rincer les shorts, que ça faisait pas de sens de shorter ce marché-là à ce moment-là, puis tout ça. Puis honnêtement, absolument. Je continue à penser que, sans dire que j'avais raison, là, je vous l'ai mentionné, je prends, je peux pas dire mes pertes, parce que c'est plus une question techniquement d'orgueil, dans le sens que j'aimais vraiment être contrarian dans cette situation-là, puis favoriser le upside big time. Mais d'un point de vue positionnement, ça fait longtemps que je vous parle que j'aime le upside. Ça fait longtemps que je suis positionné sur des long dated calls sur le Nasdaq. Ceux-là, j'ai réussi à sortir pour 12%. Snow, que j'étais positionné relativement heavy également sur les shares, j'ai réussi à sortir pour plus 8%. Et les calls sur Tesla qui avaient été call out la semaine passée, j'ai réussi quand même à sortir pour une douzaine de pourcents. Fait que tu sais, ça demeure d'un point de vue monétaire correct. Évidemment, un blow-off aurait été beaucoup plus payant pour moi. Mais au final, en trading, c'est de limiter les pertes au maximum. Et dans ce cas-là, c'est plus une game de dire j'aimais tellement la situation, pour vrai, je referais anytime la même chose. Et c'est ça le trading. Tu veux prioriser puis utiliser des opportunités qui fit tes critères et frapper là-dessus le plus fort possible. Mais lorsque ça ne marche pas, tu veux couper les pertes le plus vite possible également. Et dans ce cas-là, tellement été coupé rapidement qu'on a coupé ça à gain, ce qui est quand même bien. Par contre, maintenant, ça change un petit peu mon intérêt vers la fin de l'année.
Je suis pas complètement en train de vous dire que le blow-off que j'aurais aimé avoir n'arrivera pas. C'est pas impossible qu'on parte sur un V-shape. Le timing est encore intéressant avec Thanksgiving ici, si on veut faire rien. Et c'est pour ça que j'ai mis une ligne verticale ici où ce que, techniquement, le 8 décembre, 2 semaines avant l'OPEX, là, les flots reviennent, fin d'année, ça pourrait vraiment être dans ce coin-là qu'on est capable d'accélérer ou de supporter encore plus agressivement. Est-ce que ça se peut que cette semaine, on reparte déjà puis qu'on commence à reclaimer higher? C'est une possibilité, mais il faut comprendre qu'en trading, encore une fois, c'est une question de compréhension et suivre les stratégies et les critères qu'on a en place. Pour moi, je le répète, si on avait venu down en premier, puis qu'on n'avait pas tenté 2-3 rallyes avant, j'aurais pas sorti de mes positions et je serais encore confiant qu'on y aille. Par contre, le fait qu'on me demande des signatures où à chaque fois on fade, pour moi, le risque ne vaut plus le reward, si on peut dire ça ainsi. Donc, j'ai plus nécessairement de hard bias autant tranché que j'avais. Je ferme vraiment pas la porte vers un retour. Tu sais, quelque chose qu'il faudrait mentionner, là, le fameux blow-off que je mentionnais, un blow-off, il faut qu'on blow les highs et qu'on run. En ce moment, ce blow-off-là, pour moi, est un peu invalidé en 2025. Par contre, est-ce qu'on peut retourner au all-time high? Ça, c'est une possibilité, évidemment, qui est très, très réaliste. J'attendrai probablement un petit peu plus là, le retour des flots après Thanksgiving, après la fin de novembre, pour peut-être refavoriser ça. Mais tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, autant en day trading qu'en swing ou en analyse comme on fait. Quand on frappe des niveaux d'importance, il faut qu'on laisse le temps au price action de nous redonner des indices pour être capable de framer quelque chose. Et en ce moment, on est là. Pour moi, on a pris un lot qui est très, très important. Et à partir de là, pour la suite des choses, honnêtement, j'aurais tendance à favoriser maintenant les niveaux qu'on a déjà discutés dans les derniers mois, qui sont ceux-là ici. Ça serait un sweet spot quand même intéressant pour les prochaines semaines, la fenêtre, entre guillemets, là, avant le retour des flots, post-OPEX. Si on est capable de graviter là-dedans, ça serait assurément un très, très beau sweet spot. Et je vous dirais que mon bias actuellement favoriserait un petit peu ça. On va aller voir ça sur une chart en 1 heure. Avant, on va aller voir une chart en weekly. Vous voyez, on a finalement closé ici le petit gap qu'on avait déjà sur notre graphique. On a pris des lows. On a pris le premier swing low qu'on prend, hein, by the way, en weekly depuis plusieurs semaines. Je vous en avais parlé déjà la semaine passée. C'est la première fois qu'on prend un swing low en weekly depuis très, très, très longtemps. Donc, tu sais, il ne faut pas virer fou, encore une fois. Oui, c'est pas super, tu sais, c'est quand même dangereux. C'est un spot un peu weird qu'on fasse ça en fin d'année. Mais je vous dirais que tant qu'on s'en va là-dedans, puis que d'ici la fin de l'année, on ne perd pas ça, pour moi, je ne suis pas trop inquiète. Je pense que ça demeure en territoire de correction. Je le répète, le timing est weird. Ça va être intéressant de voir 2026. Mais c'est quand même d'un point de vue technique, c'est totalement legit qu'on aille là-dedans. C'est même, il faut qu'on y aille. C'est plus vite on y va, plus vite c'est réglé, plus vite on peut peut-être faire confiance à des bases un peu plus solides. Maintenant, si on regarde ça en 1 heure pour qu'est-ce qui s'en vient cette semaine, j'aime beaucoup, en fait, la zone qui est ici. Donc, la chandelle de 13 heures de vendredi, 24 350 à 24 200, qui est quand même pas mal de points, mais c'est ça la volatilité actuellement. Je vous dirais que tant qu'on supporte là-dedans, je pense qu'on peut donner peut-être un début de semaine qui va plus haut. Encore une fois, l'ordre des choses va être relativement importante. Le gap ici, là, vous voyez, je l'ai tracé en gris, là, mais ce gap-up-là qui a fadé, pour moi, c'est très important. Si tu es bearish cette semaine, tu veux que l'exhaustion gap reject le prix 50% maximum. Je ne veux pas voir ça être reclaim. Honnêtement, si on vient reclaimer ça, je pense que ça va être un genre de price action relativement assez classique de peut-être le genre de semaine qu'on a. Là. C'est sûr que la volatilité est grande, mais tu sais, si on fait juste graviter là-dedans, là, pour moi, ça serait vraiment le pire scénario d'un point de vue day trading. Et à partir de là, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Pour moi, j'aurais vraiment pas tant d'intérêt à vouloir long là-dedans. Évidemment, on peut toujours day trader, mais je voudrais voir peut-être attendre que, OK, là, on reclaim peut-être le gap et là, on supporte de quoi. T'sais, encore là, on parle de 3-4% plus haut, ce qui est pas super. Là. Fait que, mon main focus cette semaine, c'est relativement simple. Si on va up first, pour moi, je regarderais pour framer du short pour un retour vers le low qui est ici. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, si jamais de 1, soit on n'est pas capable de snapper ça, ou que ça va down initialement,
Ben, je veux voir de l'expansion en dessous de 24 200 pour aller attaquer quelques niveaux plus bas. On a un vieux non-farm payroll low qui est intéressant dans ce coin-là. Et on a plusieurs niveaux, là, 23 500, 23 400, 23 270, 23 000. Dans ces coins-là, pour moi, ça serait évidemment des gros niveaux. Là. C'est ultime. C'est ça, c'est mes targets ultimes dans ce retracement-là. Fait qu'il reste quoi? Il reste à peu près 6-7%, ce qui est quand même énorme. Fait que tu sais, mon scénario idéal, où ce que j'aimerais ça m'amuser le plus, là, ce serait si on est capable d'aller up first, rejeter ça, prendre l'expansion en dessous du lot de 13 heures et tranquillement, pas vite, attaquer zone par zone. Pas one straight pass, c'est pas ça que je te dis, mais dans une fenêtre de 2 semaines, ça serait qu'est-ce que je favoriserais le plus. Donc, un slow grind down. Évidemment, il peut y avoir des séquences un peu plus agressives, là, mais je serais relativement surpris de voir des sell-offs comme on a vu jeudi passé, là, qu'on a straight down 5%. C'est pas très commun. Je m'attends pas de voir ça. Je m'attends de voir peut-être indice down, VIX down un petit peu. Ce serait un peu plus là, le scénario que je vois dans cette fenêtre post-OPEX-là avec Thanksgiving américain qui arrive. Donc voilà pour mon overview sur Nasdaq. Du côté du SP500, très très similaire. On peut peut-être commencer avec la daily chart. Il n'y a pas une tonne de références sur la daily chart. C'est ce qui fait en sorte que, tu sais, si, mettons, on décide de juste V-shape puis de retourner plus haut, j'aurais aucun problème avec ça, puis ça serait une possibilité. Puis honnêtement, si on le fait, je ne vais pas être en train de dire « Ah, j'aurais dû holder mes positions ». Non, c'est... J'ai joué ce que j'avais à jouer selon mon système. Il y a des éléments qui ont changé. J'ai réévalué. J'ai décidé de couper à profit. Donc, tu sais, c'est pas... Pour moi, c'est pas un... C'est pas un hit, c'est plus un... J'aurais vraiment aimé avoir la chance de trader ça. Je pense pas que c'est totalement invalidé, mais d'un point de vue d'être dans la game, avoir une position qui back mes paroles, en ce moment, j'ai plus cette confiance-là. C'est la raison pour laquelle je le suis plus. Mais du côté du SP500, c'est similaire. Là. Évidemment, si jamais on veut aller un petit peu plus bas, de l'intérêt vers ces niveaux-là et ultimement vers ceux-ci, ça serait le main focus, encore une fois, dans les 2 prochaines semaines, si on est capable de graviter plus bas, ça serait l'idéal. Si on va voir ça en 1 heure maintenant, même chose, un petit peu que le Nasdaq. Pas beaucoup de références là-dedans. C'est tellement straight line qu'il n'y a pas grand-chose. Évidemment, là, je n'ai pas tracé l'exhaustion gap sur celle-là. On pourrait le faire également. Là, close. Mettre ça comme ça ici. Open. Donc, tu sais, j'aimerais garder cette portion-là. Puis c'est pas nécessairement ouvert parce qu'on l'a closé. Mais juste d'un point de vue de référence, là, j'aimerais ça qu'on... Si on reclaim l'exhaustion gap, c'est intéressant. Je pense pas nécessairement on peut toujours retourner plus bas, là, mais ça serait pas... ça serait weird, un petit peu, disons-le comme ça. Donc, je favoriserais la même chose. Si on va up first, je regarderais pour shorter en dessous de ça, 6605 pour aller attaquer non-farm payroll low et plusieurs autres lows. Également, ça qui n'est pas très soutenable. À l'inverse, ben, si on va down first, même chose. Si on va up, j'ai peu d'intérêt. Je suis vraiment en mode scalp. C'est vraiment, OK, on trouve un setup long vers un higher high, on sort de là. Ainsi de suite. Là, ça serait mon focus. Dollar US maintenant, ben, de ce côté, sans dire que, ben, en fait, évidemment, si je favorisais indice up, j'aurais tendance à favoriser que le dollar allait fader. Par contre, d'un point de vue technique, il ne nous a jamais donné ce fade-là. Il y a ici qui nous a donné un peu plus de difficulté, même qu'à un certain point, je favorisais dollar down, euro up, plus euro up en fait. Mais finalement, le gros push qui a même créé un void ici en daily, on l'a supporté. Donc, ce void-là devient une référence assez importante. Rappelez-vous, on a un gap ici qui reste à terminer de fill. Et on a de la place sur le dollar US. J'en ai parlé beaucoup. C'est vraiment pas beau. Personnellement, je trouve pas qu'il travaille bien. C'est comme des big moves suivis de consolidation un peu trop deep, super slow. Big move. C'est pas le fun à trader. Je le trade pas personnellement. Je l'observe. Il y a des moments où c'est super intéressant de trader. En ce moment, pour moi, je trouve pas que c'est super clean. L'euro, par contre, ben, c'est la même chose, mais en effet inverse. Là. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la divergence qui est ici, qui était très importante, qui me donnait de l'intérêt peut-être justement pour supporter un rallye et dropper le dollar US et ripper up les indices. Finalement, on n'a pas été capable, du moins pour l'instant, de supporter. On a quand même encore une autre divergence là, avec un higher low, alors que le dollar US a fait un higher high. Donc, on commence à avoir des divergences vraiment importantes. La porte n'est pas encore fermée, encore une fois, pour ça. Si c'est le cas, si ça l'arrive, j'aime beaucoup.
personnellement. Mais l'opposé également, si tes divergences ne hold pas vers qu'est-ce que tu anticipes initialement, ben, généralement, ils vont aller se closer relativement quick. Fait que, tu sais, je m'attends quand même à un gros mouvement, à mon avis, sur l'euro au cours des trois prochaines semaines. Que ce soit straight down, rapidement vers ce lot-là, ou qu'on amorce vraiment quelque chose de plus puissant sur le upside. Et à ce moment-là, si on amorce de quoi de plus puissant sur l'upside, ça va vouloir dire dollar down. Ça va probablement suggérer que les indices ont retrouvé un support. Donc, à surveiller. C'est pas mal ça. Le VIX, tu sais, même si personnellement j'ai fermé mon scénario blow-off de fin d'année, ça ne veut pas dire que ça va être straight down non plus. Je vous l'ai dit par contre, c'est un marché qui est assez polarisant. Et si on n'est pas capable de pousser, on devrait avoir un downside qui est intéressant, qui est agressif. Un downside intéressant et agressif ne veut pas dire non plus qu'on s'en va à zéro puis qu'on crash. Pour moi, le VIX en ce moment est intéressant. Il y a assurément de la protection dans ce marché-là, big time. Donc, si éventuellement on voit une volatilité qui spike en dessous de l'eau, particulièrement important sur les indices, ça va vraiment être un make or break à ces moments-là où la volatilité spike dessus puis elle se met à se réaliser en malade, puis là, on amorce de quoi de vraiment dégueu vers la fin de l'année. Ou c'est l'inverse. Là, on a vraiment trouvé un bottom et la volatilité commence à se faire crush et on reverse. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est quand même un très, très sweet spot en ce moment. Pour moi, c'est comme un peu en trois étapes overall, dans le sens que, j'aimais le blow-off. Premier élément, en ce moment, celle-là semble vouloir être invalidée. Deux, c'est OK, est-ce qu'on est encore dans un retracement qui demeure pertinent, puis c'est un beau downside à jouer, mais je ne suis pas en train de paniquer quoi que ce soit. En ce moment, je trouve qu'on est là-dedans. Il n'y a absolument rien à paniquer là-dedans. Et numéro 3, c'est là si on se met à péter les niveaux clés que je vous ai donnés sur les indices dans la fenêtre de fin d'année, puis admettons qu'on flippe négatif sur l'année. On est encore un peu loin quand même, mais admettons que ça arrive, là, ça pourrait dégénérer relativement rapidement. On n'est pas là du tout. On est encore dans un scénario où pour l'instant, c'est une correction. Ça veut dire qu'il est weird, mais qui est la bienvenue. Comprenez-moi bien. Là. Si on avait juste fait ça il y a de ça un mois ou deux, ou juste quand on a eu le drop-down ici, là, en une chandelle, là, si ça avait réussi à amorcer quelque chose là-dedans, là, ça aurait été juste magnifique. Là, c'est juste que on a fait l'opposé. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'on ait besoin d'aller là quand même, puis qu'au final, on supporte là-dedans, puis que ça recommence. Mais le fait qu'on ait été up first fait en sorte que ça, c'est plus violent, ça, c'est paniquant, ça, tout le monde vire fou. Puis c'est quand même plus dangereux. Il faut quand même le donner, là. C'est beaucoup plus dangereux d'avoir été up first. Ensuite, aller là, parce que là, c'est assez critique qu'on supporte. Et si on ne supporte pas ça, si on ne supporte pas ça, ben là, ça va commencer à peut-être être un peu plus tricky, disons-le comme ça. Mettons qu'on regarde NDX pour le fun, puis on se laisse là-dessus. Je ne veux pas dépasser trop mon 30 minutes, là. Juste pour voir sur l'année. L'année est où? Donc, dans ces coins-là, mettons, là. Tu sais, mettons, en dessous des lots critiques que je vous donne, là, qui ont des bonnes chances qu'on se réfère là, pour l'instant, là, on a une marge d'à peu près 6% en dessous de ça. Tant, à mon humble opinion, tant qu'on demeure green sur l'année, puis qu'on supporte en dessous de ces lots-là, pour moi, c'est encore intéressant de regarder pour acheter un dip, mais pas de la même façon que je le voyais vers la fin de l'année, où ce que là, on était pressé et compressé dans une fenêtre pour un boom, big push. Là, ça serait beaucoup moins agressif comme buying que je ferais. Personnellement, ce serait un positionnement là, un peu plus, sans dire un peu plus intelligent, mais un peu plus contrôlé ou réfléchi sur un plus long horizon que juste dire OK, on a quelque chose super short term qui peut exploser, mais à partir de là, on veut sortir d'en force parce que j'aime pas la suite. Ici, je pense que ça pourrait être un peu l'inverse. Puis si on y pense, puis je finis sur ce statement-là, puis tu sais, je suis juste là pour échanger avec vous autres, je suis pas devin non plus. Sur des plus petits time frames, je suis relativement assez devin, mais tu sais, il y a personne qui peut call out une daily puis une weekly chart. En fait, on peut vraiment la situer. C'est ce qu'on fait sur une base quotidienne, sur une base hebdomadaire, puis de façon courante, là, avec les OPEX, comprendre les flows, etc. On est quand même très on point en général. Mais ça reste des statements puis des visions en général. Il y a toujours des éléments qui viennent changer ça, intraday, etc. Mais overall, si on regarde qu'est-ce qu'il y en est, c'est probablement le meilleur des scénarios pour quelqu'un qui veut un peu plus s'investir ou swinger. Dans le sens que si on avait eu un méga blow-off ici,
Ça nous amène dans une fenêtre extrêmement dangereuse en début 2026, qui est une année midterm, élection américaine. Très difficile de voir un marché faible là-dedans. Donc, si on blow off, après un blow off, généralement, tu as un top. Fait que ça aurait été spécial ou difficile de call out un top en 2026 dans une année midterm. Là, si on donne juste cette petite correction-là et qu'on s'amène en début 2026 en territoire où ce qu'on a corrigé de 10 à 15 puis qu'on supporte là-dedans, ben là, on met des bases pour un beau upside de 15 à 20 relativement facile vers les upsides en 2026 et possiblement, évidemment, higher. Mais ça va avoir été fait de façon saine et non pas en blow-off. Donc, comme je l'ai dit, on est assurément dans une bulle, mais on est-tu en 98, 99 ou 2000? Si on est en 98, il reste 70% de upside. Si on est en 99, il reste 50% de upside. Si on est en 2000, on est en train de voir le début de la fin. Et tu sais, je finis là-dessus c'est quand même un ton un peu humoristique, là, dans le sens que, anyway, faut juste que vous soyez conscient dans quoi qu'on travaille. Faites attention aux headlines. Puis il y a des opportunités. En ce moment, personnellement, je ne regarde plus pour du longtemps que ça, mais le downside en day trading est vraiment très, très intéressant pour les prochaines semaines. Et si jamais c'est du upside, ça va être intéressant également parce que la volatilité est là. Je laisse là-dessus, je vous souhaite un bon dimanche. On se reparle demain dans les lives. Soyez prudents, bonne préparation. Salut tout le monde.